Je voudrais tout d'abord remercier les responsables des différentes centrales syndicales qui organisent cette rencontre pour m'avoir invité à y prendre la parole. Je voudrais profiter de cette occasion pour leur présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Il m'a été demandé de parler du thème « La résurgence des coups d'État en Afrique de l'Ouest, enjeux et perspectives pour les peuples ». Entre 2020 et 2022, nous avons assisté à une série exceptionnelle dans l'histoire des peuples. Nous avons eu en tout 5 coups d'État qui se sont produits dans 3 pays voisins, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Ces pays ont beaucoup de points en commun et surtout ces pays ont des frontières entre eux, si bien que on est tenté de se demander qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là. Est-ce qu'il y a une explication particulière à cette succession de coups d'État? Quels sont les objectifs poursuivis à travers ces différents coups d'État? Et justement, quels objectifs peuvent être vraiment atteints? Je voudrais essayer de répondre à ces questions-là à travers mon propos. Et pour y parvenir, je voudrais d'abord, dans une première grande partie, parler de ce que j'ai appelé le fondement de l'enchaînement des coups d'État. D'abord, il faut rappeler les cas de coups d'État. Il y en a eu 3 en Guinée, 1984, 2008 et 2021, 5 au Mali, 1968, 1991, 2012, 2020 et 2021, et 9 au Burkina, 1966, 1974, 1980, 1982, 1983, 1987, 2015, janvier 2022 et septembre 2022. Donc, de ces 3 pays-là, nous détenons le triste record du plus grand nombre de coups d'État. Ces pays-là ont en commun d'être des anciennes colonies et d'avoir suscité des États aux bases fragiles. Et ce sont des pays voisins qui ont beaucoup de choses en commun. Par exemple, ils ont tous les 3 pour langue officielle le français. Et il y a 2 langues africaines qui circulent entre ces 3 pays-là, évidemment avec beaucoup d'autres langues dans chacun de ces pays. Mais surtout, ces pays-là ont des systèmes sociaux et politiques semblables.
Ce sont des sociétés capitalistes intégrées à l'ordre libéral mondial, soumises aux contraintes du marché mondial. Mais dans l'ordre mondial, ces pays sont du côté des marginalisés, des dominés, qui Zerbo distinguait les mondialisés et les mondialisateurs. Nous sommes du côté des mondialisés. Nous subissons le système. Ce n'est pas nous qui en avons le contrôle. Or, l'insertion dans l'ordre libéral mondial a ceci comme conséquence que un coup d'État dans un pays africain peut servir ou nuire à des intérêts privés ou publics d'un pays différent, extérieur à l'Afrique. C'est une situation particulièrement importante qui crée des complications dans notre vie politique. Pour vous donner une idée, pensez que dans l'Afrique précoloniale, il y avait des conflits. Dans l'Afrique des royaumes et des empires, il y avait parfois des putschs à la tête de certains royaumes. Mais les conflits que nous avions restaient essentiellement entre nous. C'est-à-dire l'implication de puissances étrangères était peu présente. Avec la colonisation et notre insertion dans le système capitaliste mondial, les événements politiques qui se passent dans notre pays ont des liens avec les rapports de force à l'échelle internationale. Or, ce qui caractérise les États qui ont été suscités à travers les indépendances formelles, c'est qu'ils sont insuffisamment enracinés. Ils ne suscitent pas suffisamment l'adhésion de leur propre population. Ils sont livrés à des pratiques politiques qui ne sont pas susceptibles d'entraîner l'enthousiasme des populations. Nous avons par exemple des élections aux résultats souvent contestés. Nous avons des pouvoirs accusés de corruption et d'incompétence. Tous ces facteurs-là contribuent à entretenir un fossé entre les gouvernants et les gouvernés. Et ce fossé-là est un facteur essentiel d'instabilité au sein même de l'édification de nos États. Voilà rapidement esquissé ce qu'on peut appeler le fondement global de l'enchaînement des coups d'État dans nos pays. Maintenant, une fois qu'on a esquissé ce fondement global, on peut se tourner vers les récents coups d'État que nous avons connus et se demander quel est le contexte particulier qui a pu favoriser l'intervention de ces coups d'État-là. Je vais essayer de répondre à cette préoccupation dans une seconde grande partie de mon propos que j'ai intitulé « Le contexte particulier des récents coups d'État ». Je rappelle que nous avons connu une série de 5 coups d'État dans 3 pays en l'espace de 2 ans, entre 2020 et 2022. L'ordre, le Mali, la Guinée et le Burkina. Mais à l'intérieur de cette série, il y a encore une sous-série constituée par le Mali et le Burkina
où dans chacun de ces pays, il y a eu 2 coups d'État. Au Mali, on a eu août 2020 et mai 2021. Et au Burkina Faso, on a eu janvier 2022 et fin septembre de 2022. Évidemment, il est difficile de dire que tous ces coups d'État ont été accueillis avec enthousiasme. Il faudrait plutôt parler de résignation. C'est vrai qu'il y a eu une mobilisation pour rejeter les sanctions que des institutions extérieures comme la CEDEAO ont voulu imposer aux États où ces putschs ont eu lieu. Mais ce qui a suscité l'indignation, c'est le caractère brutal de ces sanctions. Et l'opinion a eu la conviction que ce sont les populations des pays où les putschs ont eu lieu qui vont plus pâtir de ces sanctions-là que les nouveaux dirigeants eux-mêmes. Si bien qu'il y a eu un élan pour protester contre ces sanctions. Je rappelle que les organisations syndicales, même ici, ont eu à évoquer la situation dans une déclaration et à condamner ces sanctions. Mais il y a un facteur particulier qui exerce une emprise récente sur nos sociétés et qui contribue à expliquer la succession de ces coups d'État au Mali et au Burkina. Il s'agit de l'agression terroriste qui s'est installée dans ces pays-là depuis un certain temps maintenant. Nous avons largement eu à caractériser cette agression terroriste-là lors d'un panel qui a eu lieu ici même le 12 novembre dernier. Et nous avons parlé d'une guerre civile réactionnaire. Il faut savoir qu'à la base de cette agression terroriste, il y a un réseau international de captation de ressources qui s'est constitué. L'émergence de ce réseau lui-même a été encouragée par des événements comme l'effondrement de l'URSS, les nouvelles guerres en Afghanistan, en Irak et en Libye. Ce réseau s'appuie sur une idéologie religieuse, mais en réalité, l'idéologie religieuse est une sorte de fortifiant destiné à encourager les combattants. Quand on pense qu'on agit au nom d'une force transcendante, cela vous donne une motivation supérieure. Et cela vous amène à commettre des crimes sans état d'âme. En réalité, la motivation religieuse, tout comme les intérêts communautaires, sont secondaires. Il s'agit d'un réseau international qui cherche à faire main basse sur des ressources par-delà les différents pays et à entretenir ses membres. Quand vous êtes combattant, cela vous donne un rôle, cela vous donne un salaire et cela même vous donne une idéologie pour justifier votre existence. L'apparition de ce réseau a un impact très particulier sur nos États dont la fragilité a été déjà indiquée. Il y a eu rapidement une multiplication des actions de déstabilisation qui a rencontré une faible réaction des États. Et il y a eu une exacerbation
de la violence face à laquelle les États se montrent impuissants. Mais surtout, l'emprise des actions du réseau terroriste international a eu comme conséquence le développement de luttes particulières au sein de nos classes dirigeantes et au sein de l'armée. Si vous regardez les différents coups d'État, vous voyez que dans la plupart de ces pays, les forces spéciales ont un rôle particulier. Or, ces forces spéciales-là ont été précisément installées pour lutter contre le terrorisme et la déstabilisation des États. Et ce sont elles qui se retrouvent maintenant à chercher à prendre la tête même des États. Et donc, paradoxalement, la lutte contre le terrorisme a contribué à susciter des conflits au sein de la classe dirigeante et en particulier au sein de l'armée, et cela a pu encourager les ambitions de conquête du pouvoir d'État. Maintenant, ces conquêtes qui sont intervenues là, qu'est-ce qu'elles peuvent bien atteindre comme objectif? Quelle est leur portée dans l'histoire de nos peuples? Je voudrais discuter de cette dernière préoccupation dans une troisième et dernière grande partie de mon propos que j'ai intitulé « La portée d'un monde